Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique avec 4 ici au Rwanda pour la seconde partie de cette émission qui pose aujourd'hui le problème sur la place de la femme africaine pour un développement inclusif du continent. 4 invités autour de cette table. D'abord le professeur Justine Difo-Tchoukam qui est coordonnatrice Afrique centrale de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes qui vient du Cameroun. Merci beaucoup professeur d'être toujours en notre compagnie. Également avec nous Madame Ngone Diop, elle est conseillère principale en genre à la Commission économique des Nations Unies en Afrique. Et merci beaucoup d'être toujours en notre compagnie. Également avec nous, Madame Lucie Aswagor, elle est membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, elle vient du Cameroun. Merci. Merci. Également avec nous, Madame Umurungi Cynthia, elle est journaliste. Elle vient du Rwanda. Merci beaucoup. Avant de rendre l'antenne tout à l'heure, on était en train de parler de l'éducation à la base par rapport aux filles et de la gratuité. Madame Diop avait voulu prendre la parole pour placer un mot sur cette question avant qu'on Oui, tout à fait. En fait, c'est tout à fait important, comme vous l'avez dit, de réduire l'écart des ciseaux entre la proportion de femmes dans les processus de décision publique et les hommes et celle des hommes. Et je pense qu'une stratégie importante est l'éducation. Ça serait parce que ça ne sert à rien d'élaborer la loi de la parité sans pouvoir mettre en place les moyens d'accompagnement. Et un des moyens d'accompagnement, me semble-t-il, le plus important, c'est l'éducation. Je vais vous donner un exemple. Nous avons fait des études depuis l'année dernière et chaque année, on fait des études sur la mise en œuvre des protocoles de Mobutu, disons les engagements des États au niveau régional, c'est-à-dire continental et international. Et ce qui vient comme un leitmotiv, c'est l'écart des ciseaux maintenant de plus en plus entre les engagements au niveau de la parité et la mise en œuvre. Et même si la parité est de règle, on se rend compte que la quantité ne suffit pas. Il faut bien la qualité. On a de plus en plus de nombre de femmes. Ça augmente dans beaucoup de pays. 64%, 40% et j'en passe. Mais quand on regarde la qualité, et quand je dis qualité, c'est au niveau de pouvoir influencer la prise de décision au niveau du Parlement, de pouvoir influencer la prise de décision au niveau de l'exécutif, de pouvoir influencer l'articulation des politiques de développement et j'en pense. Donc l'éducation, me semble-t-il, ça a vraiment des effets de ruissellement important sur tout le processus de promotion de la femme et partant de son rôle important dans le processus de développement de ce pays. Maintenant, en Afrique, qu'est-ce qu'on a? Et ça, ce sont des études et des statistiques, des évidences très claires. De 1990 à 2014, on a une hausse croissante par année. En tout, ça fait 47% en termes de hausse du nombre de filles à l'éducation primaire. Mais quand on va à l'éducation secondaire, le nombre diminue énormément. Quand on va à l'éducation tertiaire, c'est vraiment infinitésimal. Le plus important encore, quand on va sur les sciences mathématiques et techniques, on voit moins de 5% de femmes en général. Il y a des variations régionales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que les femmes puissent arriver à un certain niveau de décision, elles n'ont pas tout le bagage technique, intellectuel, toujours pas. Certains l'ont, mais la masse importante dont nous avons besoin pour influer sur le processus de décision et partant sur le développement de nos pays, ça fait défaut. Et je pense que quand on parle de promotion de la femme au niveau des processus de décision, on ne doit pas compromettre la qualité. Et pour ce faire, l'éducation me paraît une stratégie par excellence. Quand on dit éducation, ce n'est pas la seule. C'est un processus holistique. Promouvoir les droits humains de la femme, c'est holistique. Éducation, mais également santé, mais également accès à l'eau potable. Je vais vous donner juste un dernier exemple. Une étude que nous avons faite au niveau des Nations Unies, des agences des Nations Unies, a montré que les femmes africaines jusqu'alors allouent quelque chose en général annuel de 40 milliards d'heures juste pour collecter l'eau potable. Et cela, c'est l'équivalent de la force de travail annuelle d'un pays comme la France. Ça veut dire quoi? Il y a des coûts d'opportunité. Cette femme ne pourra pas aller à l'éducation ou toute forme de formation. Et il y a ce transfert de ce force de travail, de ce fardeau aux enfants. Et si on continue ce processus, on a beau avoir des parités, des lois sur la parité, des quotas, mais on ne pourra pas avoir l'accompagnement qu'ici pour donner à la femme vraiment ce dont elle a besoin pour poser sur le processus. Écoutez, Mme Diop, regardez autour de cette table, oui. On a 4 éminentes femmes oui. Qui quand même ont fait de grandes études, on a même un professeur autour de cette table. Oui. Est-ce que vous pensez que les femmes qui sont ici ont eu
des traitements particuliers pour pouvoir en arriver là? Pas du tout. Mais c'est combien de pourcents de ces femmes-là? Le pourcentage de femmes vraiment qui sont arrivées à ce niveau de qualification pointue, on les compte sur les doigts d'une seule main. Maintenant, il y a des causes structurelles. Et justement, ce protocole de Maputo, et partant, les différentes conventions du système des Nations Unies, de l'Union africaine, essayent de mettre le doigt sur ces causes structurelles et pouvoir y répondre. Et vous en avez parlé en filigrane. Il y a les causes sociales, les normes culturelles. Mais il y a également l'environnement du pays et partant international. Donc, je pense que oui, il y a des femmes qui sont arrivées au summum de l'échelle, de par le truc, pas grâce à la parité. Mais quand on regarde grosso modo sur le continent africain, c'est infinitésimal. Ça ne fait pas 10%. Et ça a des effets négatifs sur l'accès de la femme à l'emploi rémunéré. Et ça a des effets négatifs partant sur le salaire de la femme. Parce que pour l'instant, à l'Afrique, peu de pays ont réalisé l'égalité des salaires. À salaire égal, position égale, il n'y a que 2 pays sur 54. Je vais donner lecture d'un message d'un téléspectateur. Il s'appelle Paul-Emmanuel Ndian. Il écrit de Douala au Cameroun. Il dit avec l'idée que femme égale cuisine et homme égale travail et décision. Et je pose la question à Mme Assoabor. Il dit bien, avec l'idée que femme égale cuisine et que l'homme égale travail et décision, est-ce que le problème de la parité en Afrique n'est-il pas un problème de culture? Absolument, c'est un problème de culture. Pour commencer, dans les familles, lors de l'éducation des enfants, déjà, les filles sont reléguées au rôle féminin. La cuisine, alors que le garçon est en train de faire sa lecture, la fille, elle est à la cuisine, elle est en train de laver les assiettes, laver même. Mais ça, c'était hier. Hein? Même aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, le petit garçon balaie la chambre pendant ça que continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Nous avons eu les témoignages, même lors de ce sommeil, ça continue aujourd'hui. Et comme nous avons dit ici, lorsqu'il faut choisir à cause de la pauvreté, on dit toujours que la femme représente l'argent. Il ne faut pas ajouter l'argent sur l'argent. Donc on envoie la jeune fille au mariage. Donc c'est quelque chose de culturel. Et si on pourrait même commencer à valoriser le travail domestique des femmes, ça c'est très important. Si les femmes passent 74% des heures de travail sont faites par les femmes, et pour soutenir le ménage, c'est par les femmes, il faut valoriser. Ça, c'est une contribution très importante. On y est même déjà, très important dans le développement. Si je peux ajouter quelque chose sur ce point, en fait, vous venez de parler de l'éducation, de comment on grandit, même au niveau de très embryonique, une famille. Mais regardons même dans des villes, dans des supermarchés ou au marché, quand on va acheter les jouets pour les enfants, les garçons et les filles. On vous montre les rayons des filles, il y a quoi? Que des assiettes, que de petits trucs pour faire la cuisine. Et pourtant, le petit garçon, il en a beaucoup, il a beaucoup de variétés, en fait, pour même ouvrir ses imaginations et tout. Donc si on doit justement garder la fille dans la cuisine, c'est vraiment culturel. Et c'est pas que pour l'Afrique, mais c'est encore pire en Afrique. Mais le fait que l'on essaie de pousser la femme vers ces rôles-là de cuisine, de ménage et autres, est-ce que ça ne porte que d'inconvénients? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté positif là-dedans? Je me suis demandé la question il n'y a pas longtemps, mais quand on regarde les grands chefs cuisiniers, au fond, qui sont payés beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup de femmes non plus. À la fin, celui qui récolte, c'est pas nécessairement la femme. Même quand on la pousse en cuisine, mais cet exemple me plaît particulièrement parce qu'effectivement, on a confiné les femmes dans le rôle de cuisiner. Pourtant, quand on voit des chefs, on voit que des chefs domestiques, en fait. C'est relégué à la sphère privée et la sociologie, ça renvoie en sociologie en ce qu'on appelle la répartition des rôles sociaux de sexe. C'est-à-dire que sociologiquement, anthropologiquement, on a considéré la femme comme celle qui doit naturellement être reléguée à cette tâche. Si bien que lorsque c'est une femme qui le fait, on dit bon, c'est une ménagère, c'est une dame de ménage, mais quand c'est un homme, c'est un maître d'hôtel, c'est un maître d'hôtel chez un chef et tout, et puis voilà quoi. Bon, pour revenir à ce que madame a dit, je suis parfaitement, en tant qu'éducatrice, militante et éducatrice des droits humains, je suis parfaitement, alors à 1000%, si ça peut se dire, d'accord sur le fait que l'éducation
l'éducation, et encore l'éducation, c'est la clé. L'éducation de la jeune fille, mais également l'éducation tout court, c'est-à-dire que les mêmes enseignements aux garçons, les mêmes enseignements à la jeune fille. Dans une maison, il n'y a pas de distinction dans la répartition des tâches. Vous voyez bien les pays qui ont évolué. Quand on prend l'Europe de l'Est, quand on prend la Suède, quand on prend les pays, le Canada par exemple, dans ces pays, il n'y a pas, c'est l'homme qui fait la cuisine, c'est la femme qui doit faire la cuisine. Celui qui rentre en premier lieu, ma foi, donne un coup de main parce que c'est dans l'intérêt de la famille que les deux, n'est-ce pas, arrivent à élever équitablement et de façon égale, n'est-ce pas, à responsabilité égale dans l'éducation des enfants. Maintenant, sur l'agenda, c'est une question structurelle que l'Union africaine attaque. Parce que nous sommes dans cette émission en marge du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Quand je parcours l'agenda 2063, ce qui revient très souvent, c'est la question de l'éducation. Comment les stratégies de développement impactent et améliorent les capacités des garçons, des filles, comment le secteur social peut influencer les politiques publiques des États. Qu'est-ce que les États font pour que, justement, la question de l'éducation, celle de l'énergie, que les peuples, de façon inclusive, n'est-ce pas, soient impliqués, soient pris en compte dans les plans de développement. Vous avez dit que ça prendra du temps. L'agenda, c'est va jusqu'en 2063. C'est dire qu'on a vraiment du pain sur la planche. Oui. Et... Sur cet aspect éducation, Mme Diop l'a dit tout à l'heure, que même quand on essaie d'impliquer la petite fille à l'école, en lui disant d'aller à l'école, quand même on rend cela gratuit, au fur et à mesure qu'elle évolue, elle est essoufflée et elle n'arrive plus à continuer plus loin. Et je vais demander à Mme Assoagbo, qu'est-ce qu'il faut faire pour pousser cette fille-là, qui a commencé correctement, de pouvoir aller plus loin? Moi, je pense qu'il faut, le boost d'abord, que l'éducation gratuite continue plus que le niveau de base. Ça, c'est un encouragement. Donc la gratuité, vous la voulez entièrement. Ce n'est pas seulement à la au moins maternelle et au primaire. Pour encourager les filles. Il faut encourager les filles dans les scientifiques, parce que même au niveau des familles, quand on conseille les enfants pour choisir les métiers, on les tend vers les arts. Histoire, géographie, le droit, mais pas les scientifiques. Oui. Et en plus, même la société, la perception de la société des filles dans les sciences. Je parle, par exemple, d'une femme pilote. Comment elle est perçue? Est-ce que pour arriver même à avoir un partenaire dans le futur? Parce que ce sont les choses qu'il faut considérer à la longue. Comment une femme pilote de navire sera perçue? Une femme ingénieure est perçue dans la société. Donc, il faut... Elle sera perçue comme l'homme aussi est perçu. Non, ce n'est pas la même chose. Normalement. Oui, ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans une société patriarcale. Donc, il y a toutes ces considérations qu'il faut prendre en compte. Mais comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'il faut mettre un accent particulier sur l'éducation de la fille avec les dispensations, les bourses, les encouragements comme les prix pour les jeunes filles. Bonsoir. Nous sommes ici dans notre studio, je vous en prie, je reviendrai avec vous tout à l'heure. Je voulais juste dire que nous sommes ici dans notre studio d'Africa 24, ici au Rwanda, là où se tient le sommet même, et nos envoyés spéciaux y sont postés. Et tout à l'heure, par rapport au débat que nous sommes en train de faire, ils vont nous dire, par rapport à l'Union africaine elle-même, la Commission de l'Union africaine, est-ce que le genre, la parité, est-ce que c'est vraiment respecté? Thierry finira par trouver quelqu'un à qui il va poser la question, mais on le laisse quand même mettre la main sur cette personne. On revient dans ce débat avant d'établir la liaison avec lui. Alors, Madame Difo. Vous me permettez de compléter un peu ce qu'elle a dit. Je voudrais, là, elle a pris la question sous l'angle institutionnel en disant que nos États, justement, doivent prendre des mesures concrètes visant à encourager l'éducation des jeunes filles au-delà du secondaire. La gratuité est-elle une solution? Oui, c'est une solution, absolument, c'est une solution. C'est une solution pour la jeune fille et ça aussi à voir avec l'égalité des chances. Je veux dire, une fois que ceci est dit, je pense que, humainement parlant, lorsqu'on prend la personne humaine, c'est-à-dire la femme, la jeune fille, il y a ce verrou que la culture a fini par construire dans sa propre tête.
elle a fini par penser que non, les matières sociales, des sciences scientifiques, à quoi ça va m'amener? On va m'assimiler à un homme. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais trouver mari à ma pointure? Est-ce qu'à partir de la classe de licence ou de la maîtrise, je ne serai pas regardée avec des étiquettes, avec d'autres œils, des préjugés? Donc elle se met des barrières elle-même. Je voudrais ceci, et je sais qu'elle nous regarde, dans le cadre de nos formations en coaching et développement personnel. Nous disons avec Anthony Robin que nous pouvons, l'une des grandes découvertes de ce siècle, c'est que nous pouvons transformer notre destin en modifiant notre état d'esprit. C'est-à-dire que ce que la culture a fini par inculquer dans notre propre esprit pour nous amener à nous auto-censurer par rapport à certaines postures qui pourtant sont là pour élever l'esprit humain, n'est-ce pas? C'est cela qu'il faut amener la jeune fille à comprendre. On ne peut rien faire pour la jeune fille si elle-même ne se hisse pas à un autre niveau et elle comprendre que j'ai la responsabilité de me prendre en charge et de changer mon propre destin. Merci, Madame Tifo. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Madame Diop, parce qu'on me fait signe que Thierry Ngonga, notre envoyé spécial à la salle de conférence, a fini par mettre la main sur une personne. La question est de savoir, regardez ce plateau, d'abord, on est mieux servi que par soi-même. On parle des femmes. Les femmes sont suffisamment représentées sur ce plateau, mais et on dit également que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, est un modèle en termes de parité? Thierry Ngonga, si vous nous entendez, nous sommes à vous. Babilas, je suis avec Mme Francine Mouyumba, qui est la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse et qui est de la RD Congo, qui assiste à ce sommet. Alors, Madame, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Africa 24. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment bien représentées au sein de l'institution l'Union africaine? Tout à fait. J'aimerais tout d'abord dire que à la tête de la commission de l'Union africaine, actuellement, nous avons une femme et nous avons également 5 commissaires femmes et 5 commissaires hommes au niveau de la commission. La secrétaire générale de la commission de l'Union africaine, c'est une femme. Et pourquoi pas, moi-même, présidente de la jeunesse africaine, je suis aussi une femme. Donc c'est un pari, c'est un défi qui a été vraiment relevé par la présidente de la commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, en étant femme et aussi en essayant également de promouvoir le leadership de la femme au niveau du continent. Il ne suffit pas seulement d'avoir les femmes représentées, mais aussi il est important d'encourager les femmes, d'avoir les compétences qu'il faut pour occuper des postes importants au niveau de l'organisation et pourquoi pas au niveau aussi de la communauté internationale dans son ensemble. Donc il ne suffit pas tout simplement d'avoir les femmes au poste de prise de décision, mais plutôt encourager les femmes à avoir des compétences qu'il faut pour honorer la femme dans des prises de décision. Alors quel type de mécanisme vous pensez qu'on peut mettre en place pour que les femmes puissent jouer un rôle plus accru dans le développement du continent? Tout à fait. Par exemple, j'ai toujours encouragé, parce que je représente la jeunesse africaine, et quand je parle de jeunes femmes, j'ai toujours encouragé à ce que ceux qui sont dans les partis politiques d'être dynamiques et aussi faire tout pour être alignés sur leur liste électorale. Et surtout encourager la femme parce qu'il y a encore des cultures au niveau de l'Afrique où la femme doit seulement rester dans la cuisine. Il y a encore des cultures au niveau de l'Afrique où la femme ne peut pas apparaître quand les hommes sont en train de prendre des décisions. Mais cette culture est en train de partir petit à petit. Les femmes ne peuvent plus être derrière, mais plutôt doivent être aux côtés des hommes pour prendre des décisions. C'est très important. D'abord, il faut encourager les femmes leaders. Ils sont mères à la même fois, ils sont mères de famille, elles sont mères de famille à la même fois. Et ils sont également leaders. Ce n'est pas une chose que je pense que les hommes peuvent être à mesure de faire. Être maman, avoir toutes les responsabilités qu'il faut, et en même temps avoir des responsabilités de leadership, ce n'est pas du tout facile. Et pourquoi pas aujourd'hui nous avons des femmes candidats dans le pays, dans les différents pays comme des candidats à la présidentielle et tout ça. Donc bref, il faut encourager les femmes, ce n'est pas facile, ce n'est pas toutes les femmes qui sont courageuses, mais plutôt il faut pousser la femme. Il faut pousser la femme d'avoir le courage, d'avoir la détermination. Plusieurs femmes cèdent facilement, mais moi je pense qu'en ces moments, nous sommes en train de faire un bon travail.
Merci beaucoup, Madame Francine Mouyumba. Babylas, je te remets l'antenne pour la suite de ton débat. Merci beaucoup Thierry Gauguin. Alors Madame Murungi, votre appréciation de ce que vient de dire l'invité tout à l'heure. Est-ce que nous écoutez? Parce qu'elle a fait un résumé de ce qu'on a dit. C'est un peu comme ça, on est parfaitement en raccord. Oui, oui. C'est vrai, je la suis de très près. J'aime bien ses avis. Vous retrouvez à travers ce qu'elle a dit. Oui, voilà. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Et je me dis que toutes les femmes ici, elles sont d'accord. En fait, c'est ce qui montre que nous avons le même feeling, si on peut mettre ça en anglais. C'est le même ressentiment qu'en fait, il y a une place qui est à nous et qu'on veut prendre. Et qu'il y a, c'est vrai, des problèmes et que c'est vrai, il y a un processus, ça, on l'admet toutes, mais quand même, il faut que quelque chose soit fait. C'est important qu'on le réclame, on le dit, et c'est pas gratuit. Il y a une bonne raison pour que ça soit fait. Madame Diop, ça fait un bout de temps que vous voulez intervenir. Je pense qu'elle a parfaitement raison. Oui. Elle confirme les éléments clés que nous avons effectivement, dont on a discuté. Mais une chose qui est vraiment importante, et vous avez posé la question à juste titre, c'est comment faire. Parce que tout ça, le soubassement, encore une fois, c'est pouvoir identifier les problèmes clés, sous-jacents, et pouvoir y répondre de manière idoine. Et à mon sens, pour le faire, et surtout si on prend, pour être précis, l'exemple de l'éducation des filles à laquelle vous avez fait allusion, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les réponses? Je pense que la gratuité seulement ne suffit pas. Et pour vraiment pouvoir formuler des réponses idoines, nous devons comprendre les causes structurelles. Et je voudrais en citer 2 ou 3. La première cause structurelle, et ça c'est sur la base des études, donc des évidences bien documentées, c'est la pauvreté des familles, accompagnée également avec les normes sociales et culturelles. La deuxième, tous les stéréotypes de genre. Que ça soit au niveau de l'école, au niveau du curriculum. Je ne veux pas aller loin, mais si vous regardez les livres, quand on parle de marché, vous voyez les filles en train de vendre. Quand on parle de machines ou de mathématiques, etc., c'est les hommes ou les garçons. J'en parle. Mais il y a aussi la violence. La violence faite aux filles dans les écoles est incroyable. Et ça a un coût énorme partout. Il y a également une chose, pour ne pas aller loin, c'est le manque d'infrastructures. Je vous donne un cas où on a documenté une cause vraiment importante de drop-out des filles, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure sociale dans la plupart de nos écoles. La fille a besoin de sa certaine intimité à un certain moment de l'année. Et on s'est rendu compte des filles qui étaient très brillantes ont dû abandonner à cause du manque d'infrastructures. Pas de toilettes, on s'est documenté. Je vous ai donné une catégorie, une série de causes. L'autre cause, ce manque également d'infrastructures, ce n'est pas seulement au niveau de l'école. J'ai donné tout à l'heure la proportion et le nombre d'heures accordées à juste la collecte d'eau par an. 40 milliards d'heures, qui est l'équivalent de la force de travail, la productivité de la sorte de travail d'un pays comme la France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La fille qui est dans une société, parce que quand on parle, vous dites maintenant ça a avancé, mais allons dans les zones rurales, allons dans les zones qui sont très éloignées, allons dans les zones qui sont défavorisées, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en Afrique. La fille va marcher combien d'heures avant d'aller à l'école? La maman qui a la charge principale de préparer, de faire tout ce dont on a parlé tout à l'heure, va transférer de facto cette charge de travail à la fille. Et bien qu'elle soit brillante, elle est obligée d'accomplir toutes ces tâches-là avant d'aller à l'école. Il y a un coût d'opportunité. Et ce coût d'opportunité a un effet important, ça a été mesuré sur l'éducation des filles. Alors, à partir de là, cette cause structurelle qui est la pauvreté, le manque d'infrastructures, l'harcèlement sexuel, les stéréotypes de genre sont très structurés et tant qu'on n'y répond pas, on peut mettre en place la gratuité, il y aura toujours des répercussions énormes. Il nous reste encore quelques minutes seulement avant de marquer une pause et je vais donner lecture de quelques réactions de téléspectateurs. Andrine Youo dit « La problématique de la parité revient beaucoup en Afrique. À mon avis, cette question ne devrait plus faire l'objet de débats. Pour mettre fin à cela, on devrait simplement bannir de nos mœurs les mots tels que le favoritisme, le népotisme et la marginalisation et ne nommer au poste de responsabilité que des hommes et des femmes compétents sans distinction de sexe. » C'est une solution selon vous? Oui, c'est une solution et c'est prévu dans tous les textes internationaux, régionaux.
compétence égale non-discrimination. Tout ça, c'est déjà pris en compte par la Charte africaine des droits de l'homme, c'est pris en compte par le protocole de Maputo, mais le problème qui reste la mise en œuvre effective. Mais moi, j'irais même plus loin. Quand on parle de discrimination, est-ce qu'il ne faudrait même pas, pour pouvoir accélérer la fermeture de ce gap-là, est-ce qu'il fallait peut-être pas faire une discrimination positive en disant à compétences égales, quand il y a un homme et une femme qui ont les mêmes compétences pour prétendre à un poste, il vaut mieux encourager la femme. Est-ce que ça peut être une solution? Ça pourrait, progressivement, pour pouvoir fermer le gap qui existe, mais après, il faut compétences égales, chances égales. Mais pour l'instant, transitoire pour fermer le gap. C'est une mesure discriminatoire transitoire. En fait, dans les organisations internationales aujourd'hui, à la francophonie, à la Banque mondiale, un peu partout, c'est à compétences égales, les candidatures féminines sont encouragées. Mais encore faut-il qu'elles postulent, parce que j'ai assisté au panel des femmes en marge de l'Union africaine où il se disait justement que les femmes ne sont même pas au courant. C'est encore la faible capacité à aller sur Internet, aller chercher les informations et tout. Donc il faut encore renforcer les capacités des femmes. Alors je ne sais pas si vous me permettez, sinon je vais attendre. Avec votre permission. Avec votre permission, en tout cas, chers téléspectateurs, vous voyez comment le plateau il est très riche. Il y aura beaucoup à apprendre de cette émission. Donc restez scotchés. On va marquer une pause cependant pour faire un clin d'œil à nos annonceurs. On vous retrouve dans quelques instants. Ne partez surtout pas. Merci.